Bonjour Maximilien. Bonjour Richard. Voilà, vous êtes éditeur, vous éditez une revue en ligne, vous éditez aussi des vrais livres en vrai, avec du papier et de l'encre, et vous venez nous parler de littérature contemporaine. Exactement, et au menu du jour, un académicien et 3 poètes. Ah bah voilà, là il y a le poids, il y a l'argent, c'est bon, il y a la qualité. Exactement, alors bien sûr les poètes, parce qu'il faut bien en parler, puisqu'on sort du printemps, c'est leur saison, du printemps qui les consacre. L'académicien, c'est mon préféré, c'est André Macquin. Alors, il nous revient avec Prisonnier du rêve écarlate. Il revient à ses premiers amours, bien sûr, en nous livrant au cœur d'une histoire singulière, la grande histoire de la Russie et de l'Occident au XXe siècle. La Russie et l'Occident y dialoguent sur le dos d'un pauvre bougre, Lucien Berthe, ballotté d'est en ouest, de 39 à Moscou à 68 à Paris, de goulag en prison dorée, d'illusion en illusion. Au seuil des aventures d'un héros aux identités multiples et à la mémoire défaillante, éclot la même quête obstinée et discrète d'André Macquin, qu'on retrouve dans tous ses livres, à travers tous ses romans, pour une nouvelle naissance nourrie d'épiphanie et de chaleur humaine. C'est beau. C'est très beau. Alors, que signifie être prisonnier du rêve écarlate ? Tout simplement être un cocu de l'histoire. Le livre s'ouvre sur ce projet d'enquête sur des hommes qui, ayant cru au paradis communiste, se sont retrouvés dans l'enfer du goulag. C'est le cas de Lucien Berthe, ouvrier adoué et communiste tant convaincu qu'il partit à Moscou en 1939 pour ce qu'il ne devait être qu'un voyage de découverte du monde idéal. Il se fait tant curieux qu'il loupe le train, ce qui le condamne à rester sur place, piégé dans l'administration communiste et ses extensions carcérales. Lucien découvre le stalinisme, sa compromission avec le nazisme, les purges, le goulag. On passe très vite de l'utopie à l'atrocité. On croise la banalité de l'horreur sur le champ de bataille. Et le goulag, avant et après la guerre, relève de l'expérience pour les survivants. On s'étonne de ce que l'on peut supporter. On s'étonne d'être capable de trouver du réconfort dans si peu, l'écorce tiède d'un arbre. On vieillit rapidement, ici les années passent vite, mais chaque jour traîne comme une année. L'aventure soviétique se clôt sur une parenthèse. L'ex-prisonnier trouve refuge avec Daria, hors du temps, hors du monde. Pendant une paire d'années, ils goûtent ensemble aux joies simples, se consolent mutuellement des durs labeurs, se réjouissent des projets de chaque saison, se comprennent sans trop en dire et trouvent les mots qui relient. Mais la deuxième partie du roman se passe en France. Lucien, passager clandestin, arrive au Havre en 67 et il est pris en charge par une attachée de presse, Julia. On a l'impression d'un film un film des années 30 sur John Doe, mais c'est un peu avec ça. l'invention d'un moins que rien qui devient un emblème politique. C'est tout à fait ça, parce qu'alors il arrive et alors Julia le transforme en produit. Elle oublie, elle gomme son passé, elle gomme toute la complexité des vies et il est là pour être un témoin à charge contre l'Union soviétique. Et on rencontre une jeunesse complètement caricaturale en France qui nous rappelle un peu notre époque actuelle. Une jeunesse qui, insultant le stalinisme, épouse tous les avatars du moment, trotskisme, maoïsme, progressisme à tous les étages. Et alors lui, il en perd la mémoire, le pauvre. Il en perd la mémoire parce qu'il vit la vie d'un autre. Et alors à partir de ce moment-là, il va falloir fuir. Il trouve un peu de refuge avec un ami royaliste, figurez-vous. Et cet ami... toujours un refuge. Il y a toujours un refuge chez un royaliste, on y est bien accueilli. Et alors on se délecte de la petite prophétie du royaliste qui dit « Nos petits libertins seront un jour remplacés par ceux qui prennent encore au sérieux le fait de vivre et d'avoir une foi. » Goûtons-la. Voilà. Alors la fin, bien sûr, il va falloir rejoindre un horizon, il y a l'amour, il va falloir insulter l'avenir, oublier l'avenir. Et c'est là que nous retrouvons, en fait, non pas l'idéologie, mais la philosophie d'André Macquin. Et ça nous rappelle le mot alternaissance. Alors pour ceux qui le connaissent, André Macquin avait signé sous le nom de Gabriel Osmonde un livre magistral qui s'appelait Alternaissance. Et l'alternaissance était le sujet de son meilleur roman, à mon sens, Au-delà des frontières. Et c'est quoi l'alternaissance ? C'est simplement cette capacité à goûter les épiphanies. Les épiphanies dans quoi ? Un sourire, une amitié, une montagne, un décor, peu importe. Mais retrouver le goût de vivre au-delà de toutes les vanités, au-delà de toutes les illusions, parce que ce soit le rêve écarlate ou notre rêve qui n'est pas écarlate, tout ça n'est que vanité, illusion. Alors, Prisonnier du rêve écarlate, c'est bien sûr chez Grasset, on a quand même un académicien, donc une grosse maison d'édition, on n'est plus dans les petites comme d'habitude. Et c'est un 415 pages, 23 €, voilà. Je vous le recommande, c'est quand même notre meilleur académicien. Et c'est pas peu dire. Voilà. Et alors, heureusement, on va quitter l'empire de Grasset et l'empiré de l'Académie pour retomber dans ces délicieuses petites maisons d'édition que vous nous faites découvrir. Exactement. Et donc, place aux poètes avec ces petites maisons d'édition. On est au printemps, voilà. Il y en a trois bien différents.
Le premier, Grégory Rateau, a reçu fin 2024 le prix Arthur Rimbaud. Pour ma part, je lui aurais donné le prix Philippe Léotard. Figurez-vous, parce que en fait, il nous revient non pas les deux doigts sur la couture, mais les deux doigts dans la plaie. Hein, dans ce recueil, il nous offre une poésie de l'adversité. L'adversaire, c'est le siècle, bien sûr. Si vous voulez, il n'arrive plus à entrer en dialogue avec l'époque. Il cherche à créer un raccourci jusqu'à l'âme dans le labyrinthe sociétal, un tunnel pour échapper au piège, et la générosité de l'écorché vif et sans limite, puisqu'il nous dit à ceux qui cherchent, voici ce carnet de damnés. Donc il n'est pas du siècle, bien sûr. Il essaye de conjurer l'hydre du temps. Ce n'est pas lui l'avenir qu'il insulte, mais tous les temps à la fois dans le présent qui lui est donné. Et le poète a vieilli, il n'arrive plus à faire corps, bien sûr, avec l'âge social, qui est absolument immonde, et l'âge adulte, qui est un âge sans âme. Voilà. Donc c'est terrible, et de ne plus pouvoir être dupe de ce monde où tout est faux, il lui reste quoi? À souffrir. Mais c'est génial, c'est ce que sait faire de mieux un poète, souffrir. Souffrir pour accumuler du dire dans le refus de la souillure, privé des basses besognes des adultes. Donc Grégory Rateau, son recueil s'appelle Le pays incertain. C'est aux éditions de la Rumeur Libre, 17,64 pages. Parfait. Et de un. Le deuxième, Valérie Mollet. Je vous en ai parlé la dernière fois, c'était pour un roman, là c'est pour un recueil qui s'intitule L'extrême limite de la nuit. Et je crois qu'on s'en fiche des titres en fait. En fait, c'est comme une étiquette de vin, au bout d'un moment, il faut cesser de tourner autour et boire, déguster et se saouler. Voilà ce qu'il convient de faire avec la poésie de Valérie Mollet. En introduction, Jean-Pierre Hoth nous dit « Voilà une littérature du rentre-dedans, du corps à corps. Il en va donc de l'incarnation avec la poésie de Mollet. L'ordinaire mérite le poème. Le rugby, les clodos, les vendeurs de drogue, les touristes. C'est une façon de le laver de l'insignifiance, de pardonner aux vanités. Également, tous les souvenirs se doivent de devenir des poèmes, se menacent de ne pas avoir existé. Ceux qui savent poétiser révèlent simplement qu'ils savent jouir. » Je cite « À cet instant, je sais que les dieux nous haïssent de connaître ce qu'ils ignorent. » La vraie question à l'œuvre dans le recueil de Mollet, c'est celle du bonheur, vaste sujet, le bonheur. Mais Mollet tacle d'abord le faux bonheur, celui qui a besoin d'une béquille moderne, le bonheur perpétuel qui interdit l'accès à l'amour. Alors vous trouverez peut-être banal que l'amour soit la clé du bonheur et l'orientation d'une vie, mais vous ne trouverez pas banal la poésie de Valérie Mollet. Et c'est bien l'amour qui transforme le fonctionnaire, ce Valérie Mollet, en poète. Il a bien raison d'écrire car il a eu la chance d'être témoin du bonheur et le vrai, c'est-à-dire celui qui n'incorpore pas cette petite touche de nostalgie à l'avance et qui gâche tout. Notre amour, plus beau encore que la tête roulée sur mon épaule, les chagrins sont exsangues puisque le bonheur nous encombre. On n'est pas sérieux quand on est poète, quel que soit son âge, parce qu'on ne peut pas prendre au sérieux le monde, de toute façon. Et alors, une petite question, pourquoi y a-t-il n'importe quoi plutôt que rien? Voilà bien la seule et unique question à méditer au regard des vanités qui nous entourent. Pour s'en amuser, les retourner et les détourner, voici donc l'éternel retour du contre-pied avec l'extrême limite de la nuit de Valérie Mollet, édition sans escale, 70 pages, 15 €. Très bien, 70 pages, 15 €, ça les vaut. Ça les vaut. Le dernier, allez, un dernier pour la route. Le dernier poète, c'est Thibaut Biscarat. Il vient tout juste sortir son recueil. Alors là, rien à voir avec Mollet et sa poésie du rentre-dedans. On est dans un voyage initiatique avec une louange primordiale, un élan liturgique, une préparation au sacrifice. Chaque page, alors son recueil s'appelle Rite et naissance. Chaque page de Rite et naissance est une variation chantée d'une même fable où se retrouvent l'officiant, l'étrangère et le poète. Ces trois-là sont en quête de rituels, des origines. Ils réhabilitent un rite, le préparent. L'étrangère a un pouvoir magique qu'on appelle charme. L'officiant a la connaissance de toutes choses. Le poète s'exprime à la première personne, sa parole est performante. Et il a une ambition démesurée. « Je veux mettre l'univers en mots », dit-il. L'objectif de ce voyage initiatique est de rétablir l'homme dans son désir d'énigme, de le replacer au cœur d'une forêt de symboles, propre à la poésie. Et finalement, on referme ce recueil dans l'espoir d'y revenir. Voilà bien toute la force d'un rite, de revenir à la poésie. Donc, Rites et naissances, c'est de Thibaut Biscarat, au Nouvel Athanor, édition Nouvel Athanor, 68 pages, à peu près pareil finalement.
et 17 €, légèrement plus, mais comme on y reviendra. Mais oui, exactement. C'est un rite. Merci beaucoup, Maximilien Frisch. Donc, vous êtes éditeur, je l'avais dit, aux éditions Nouvelle Marge. Quel est le dernier ouvrage que vous avez publié ? Eh bien, le dernier, c'est justement l'ouvrage de Valérie Mollet qui s'intitule « À l'aube d'un paradis occasionnel » qui se passe en Russie aussi et qui est complètement drôle parce qu'on a l'impression de passer d'une ivresse à une autre et dans des complots à la petite semaine. Voilà. Et vous êtes aussi éditeur d'une revue en ligne, Mauvaise Nouvelle. Comment est-ce qu'on fait pour s'abonner à Mauvaise Nouvelle ? On va sur le site, on tape Mauvaise Nouvelle sur Internet, on est dessus. Et il y a une newsletter, si on met le mail. Infolettre. Une infolettre, exactement. Vous avez raison. Courtoisie. Merci 1000 fois Maximilien Frisch de nous avoir une fois de plus promené dans les méandres de la littérature contemporaine et d'avoir relevé ces poètes, non pas de là où ils gisaient, mais de les avoir décelés pour nous au milieu de la forêt. Merci beaucoup. Avec joie.